Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Ici c'est Hélène de Tarot et Potin et aujourd'hui je te partage mon étude sur le jeu de Robert M. Place, The First Occult Tarot, un jeu qui est basé sur les travaux du comte de Mêlée. Alors j'espère que je n'écorche pas son nom, je ne sais pas si ça se prononce de Mêlée ou de Meillet, mais je pense que ça se dit de Mêlée. Bref, c'était une aparté. Donc, j'ai décidé de te partager aujourd'hui cette vision du tarot qui est partagée par celle de Robert M. Place, que je trouve fascinante puisque tu vas le voir au fil de la vidéo. On va complètement avoir une nouvelle vision des arcanes majeurs du tarot et c'était super important pour moi d'aller étudier cette vision du tarot parce que justement c'est important, je pense, quand on a un jeu qui sort un petit peu de l'ordinaire, d'aller comprendre pourquoi tel et tel choix ont été faits. Donc toutes les informations que je vais te partager sont issues en partie de ce livre-là, qui a été rédigé par Robert M. Place et qui a été traduit notamment par David Vine. Pourquoi? Parce que le comte de Mêlée, c'est un tarologue, on va l'appeler comme ça, un tarologue français. Et ces travaux ont donc été traduits du français vers l'anglais par David Vine. Et tous ces travaux ont été cédés à Robert M. Place, on va dire, il lui a été permis, on va dire, de partager les travaux du comte de Mêlée dans ce livre-là et à travers son tarot. Donc pourquoi je partage en partie, tout simplement parce que je ne peux pas rendre public entre guillemets une œuvre qui est payante. Donc aujourd'hui je vais te partager notamment la partie des arcanes majeurs, que je trouve super intéressante. Et puis si après tu veux aller étudier les arcanes mineurs et les petits tips qui te partagent dans ce livre, et je t'invite à te rendre sur la boutique du Salon des Arcanes, puisque c'est là-bas que j'ai acheté le jeu avec lequel m'a été fourni ce livre. Donc j'ai décidé de passer en mode vue sur mon tapis tout simplement parce que je vais te partager le visuel des cartes dans la suite de la vidéo. Je vais juste te faire une petite aparté sur qui est le comte de Mêlée. Donc fais preuve d'un petit peu de patience et la suite risque d'être trépidante. Le comte de Mêlée, qui est-ce? C'est donc il s'appelle Louis Raphaël Lucrèce de Fayolle. Et il a été, on va dire que le titre du comte de Mêlée lui a été attribué au cours de sa vie pour les nombreux services qu'il a rendus au roi. Donc il est né en 1727 à Périgueux en Nouvelle-Aquitaine. Donc il est devenu noble, il a d'abord été chevalier, puis après il a été élevé au rang de comte, donc d'où son nom, le comte de Mêlée, on va l'appeler comme ça parce que c'est plus rapide, en reconnaissance, comme je le disais, de ses loyaux services au roi. Donc il a occupé plusieurs rôles importants au cours de sa vie. Il a été mousquetaire, il a été chef des gardes du corps du roi de Pologne, et en fait il a terminé lieutenant général des armées du roi, puis maréchal de camp. Donc il a été marié à Élisabeth Mélanie Le Dolcer en 1763 et ensemble ils ont eu 5 enfants. Et puis, lorsque la Révolution française a éclaté en 1789, il est resté fidèle à la monarchie, et donc il a été contraint de fuir en Allemagne et il est mort en exil en 1804, en laissant derrière lui toutes les terres qui lui avaient été confisquées. Donc quel est le lien, tu me diras, puisqu'on dirait ici qu'on parle plutôt d'un homme militaire. Moi c'est ce qui m'a surprise au début, je me suis dit mais qu'est-ce que ce mec vient faire dans le monde du tarot finalement? Et bien en fait son lien avec le tarot occulte, comme l'a rebaptisé Robert M. Place, c'est qu'il a étudié avec notamment Antoine Cour de Gébelin, l'interprétation en fait symbolique du tarot. Donc il est considéré comme un des pionniers de l'étude du tarot.
français notamment. Et en fait, il étudiait le tarot sous le prisme de l'histoire égyptienne. Donc c'est pour ça qu'on a notamment beaucoup de références aux dieux et aux déesses égyptiens dans ce tarot. Donc il a aussi réinterprété les arcanes majeurs, comme je te le disais, comme une représentation en fait schématique des âges classiques de l'humanité. Donc parmi ces périodes, chaque âge va être associé à un métal. Le meilleur âge étant associé au métal le plus précieux, c'est-à-dire l'âge d'or. Et plus en fait on va avancer dans les âges, plus la qualité humaine va se décliner. Ensuite, après l'âge d'or va venir l'âge d'argent, puis l'âge de bronze et enfin l'âge de fer qui lui va représenter notre époque moderne. Donc ça peut faire un petit peu peur comme ça. Quand j'ai commencé le bouquin, je me suis dit wow, mais dans quel genre de travaux est-ce que je vais m'embarquer, etc. Et en fait c'est littéralement passionnant, surtout quand on en arrive à l'explorer à travers le tarot. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va aller regarder ensemble comment se manifestent les différents âges dans les arcanes majeures de ce tarot. Et puis je vais t'expliquer un petit peu les choix de Robert M. Place, les interprétations du conte de Mêlée, puisque Robert M. Place s'est appuyé sur ses travaux, même si on a une partie des travaux, enfin il nous partage en fait une petite partie des travaux de Gébelin, mais il est quand même en désaccord avec certaines interprétations. C'est pourquoi il a décidé de baser ce tarot-là plutôt sur le conte de Mêlée. Donc c'est un tarot que je t'ai déjà présenté. Donc on retrouve ici un dos égyptien, des magnifiques tranches dorées. Je n'ai pas encore fait de tirage avec lui parce que je voulais d'abord l'étudier. Mais si tu veux le voir dans son entièreté ou presque, je t'invite à aller voir ma vidéo sur tous mes jeux de Robert M. Place. Donc, fait important que je ne t'ai pas encore partagé, c'est que le conte de Mêlée base non pas ses travaux sur le tarot de Marseille, mais sur le tarot de Besançon. Un tarot que je ne possède pas, mais que j'aime beaucoup. Il y a des versions en fait que je trouve magnifiques, notamment par les couleurs qui lui sont attribuées. Et on verra au fil de la vidéo quelles sont les petites différences qu'on va retrouver dans le tarot de Besançon comparé au tarot de Marseille. Donc, comme je te le disais, ce qui m'a interpellée, intriguée même, dès le début, c'est que mon jeu est arrivé dans le désordre. Enfin, c'est ce que je croyais. Puisque quand on va aller étudier l'œuvre, on s'aperçoit que le conte de Mêlée ne commence pas son voyage avec le fou, mais avec le monde, et qu'il le termine avec le fou. Et alors là, je me suis dit, wow, mais moi qui ai toujours appris que le voyage du fou, c'est qu'il passe du battleur à la papesse, à l'impératrice, à l'empereur, etc., pour terminer avec le monde, eh bien en fait ici on va commencer avec le monde. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que j'ai été prise dans le livre et que j'ai voulu poursuivre ma lecture. Donc ce qui est important de savoir quand on commence à étudier ces travaux, c'est que comme je te le disais, on va commencer avec la carte du monde. Et avec cette carte du monde va débuter l'âge d'or. Donc, avec l'âge d'or, le comte de Mêlée décide d'attribuer à cet âge les arcanes 21 à 15. Donc, on va passer par le monde, le jugement, le soleil, la lune, l'étoile,
la tour et le diable. Donc en fait, il va diviser comme ça les arcanes majeurs, on en a 7 par âge, donc il va les diviser par 3. Donc on aura l'âge d'or, ensuite on aura l'âge d'argent, et ensuite on a l'âge de bronze et l'âge de fer qu'il a décidé de réunir avec le reste des arcanes. Sachant que le fou fait partie du dernier âge, donc il y a entre guillemets 8 arcanes dans le dernier âge. Mais on verra ensemble après que le fou, il voyage d'âge en âge. Ok ? Parce qu'il n'a pas de numéro, le fou. Hein. Donc sur la carte de Robert M. Place, on voit une lettre de l'alphabet hébraïque. Et en fait, il explique que chaque lettre, quand on effectue des tirages, peuvent former des mots, etc. Il détaille pas forcément cette partie-là dans son livre. On a aussi une phrase qui nous permet de... Enfin, moi, je sais que ça va me permettre de retenir en fait ce que j'ai lu. Quand je vais lire la phrase, je me suis dit, ah oui, c'est quand il expliquait telle et telle chose dans son livre. Et il a décidé aussi de renommer certaines cartes. Donc, avec l'âge d'or, on est dans un âge idyllique. Pourquoi ? Parce que c'est une époque où les hommes vivent extrêmement longtemps à côté des dieux et ils n'ont pas besoin de travailler, de subvenir à leurs besoins, etc. puisqu'ils vivent auprès des dieux. Tu verras que plus on va avancer dans les âges, plus on va arriver sur des périodes entre guillemets difficiles où l'homme va devoir se débrouiller par lui-même, etc. Donc on commence, c'est parti, avec la première carte qui est la carte du monde, donc qui a été renommée ici par l'univers. Donc on a sur cette carte Isis qui est représentée et Isis va elle-même représenter la création du monde et les 4 saisons qui sont symbolisées par des animaux. Donc on sort un petit peu des... En tout cas moi c'est pas forcément les mêmes associations que j'ai, puisqu'en fait avec l'aigle on a la saison du printemps, puisque c'est le retour des oiseaux, etc. Ensuite avec le lion on est sur la saison de l'été. Avec le taureau, on est sur la saison de l'automne et avec l'homme ou l'ange, on est sur la saison de l'hiver. Donc ici, ils représentent en fait eux-mêmes les signes astrologiques fixes. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans ce genre de saison. Et le lion, tout simplement, vient des pays chauds. Le taureau, je ne sais plus ce qu'il raconte sur celui-là. Je crois que c'est parce que c'est la période des moissons, etc. Et à l'époque, on utilisait les vaches, etc. pour les travaux d'agriculture. Et l'homme ou l'ange, mais ici il parle plus de l'homme, il a l'habitude de se rassembler pendant les périodes hivernales, de se retrouver, on va dire. Donc je trouve ça très pertinent comme première carte, effectivement expliquée sous ce prisme-là, puisque on débute en fait avec la création du monde. La carte du jugement, ici elle a été renommée création. Donc elle est représentée par Osiris et elle s'appelle création tout simplement parce que après la création du monde vient la création des hommes. Tu vois, c'est très pertinent quand même. Et à chaque fois, en fait, tu vois, tu as des petites phrases qui peuvent rappeler ce que je te dis. Ici, c'est Isis dans le monde avec, tu sais, ça représente l'œuf et les 4 saisons. Et ici, on a Osiris qui insuffle la vie aux premiers hommes. Ensuite, on continue avec la carte du soleil qui est représentée par l'œil droit d'Horus et qu'on appelle Utsha
Bon, je sais pas si je le prononce bien, mais c'est Ucha. En fait, il agit en fait comme un talisman, un porte-bonheur pour quand on le porte ou quand on le représente. Et donc, le soleil, lui, représente lui-même la rencontre ou l'union, le mariage entre l'homme et la femme. Donc là, on a après la création des hommes, hommes avec un grand H, hein, on a la rencontre, l'union, etc. De l'homme et de la femme. Ensuite, avec la lune, et là on commence à avoir des petites choses intéressantes, on a non plus l'œil droit d'Horus, mais l'œil gauche, on les voit hein, quand on les met côte à côte ici, sauf qu'en réalité, comme on les lit, oui non, on les lit comme ça, le soleil en premier, la lune, les yeux se font bien face, donc on a bien l'œil droit et l'œil gauche ici, d'Horus, et donc la lune, elle va représenter la création des animaux, et le chien ici va symboliser les animaux domestiques, tandis que le loup va représenter les animaux sauvages. Je regarde en même temps dans mes petites notes pour être sûre que j'oublie rien du tout. Oui, donc en fait tu vois ce qui est intéressant déjà ici, c'est que le soleil et la lune, grâce à la représentation des yeux, n'apparaissent pas comme contraires mais comme étant complémentaires, pardon. Ce qui peut laisser aussi entendre que les animaux permettent aux hommes d'être complémentaires. On l'a vu notamment tout à l'heure quand l'homme utilise les animaux pour travailler à travers l'agriculture par exemple. C'est moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient très 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 bénéfiques, même si aujourd'hui ils le sont pour d'autres raisons. Ensuite, on a la carte de l'étoile qui est représentée ici par le signe des Verseaux et la constellation entre guillemets des Verseaux. Et donc ici, on est sur la création des étoiles et la création des poissons, sous-entendu la création du monde aquatique. Alors ensuite, une carte que j'ai trouvée aussi super intéressante, de la voir sous ce prisme-là, on a la carte de la Maison Dieu, qu'on connaît aussi sous le nom de la Tour dans le tarot Rider-Waite-Smith, qui a été rebaptisée The Flaming Sword, donc l'épée enflammée. Cette maison Dieu, cette épée enflammée, elle représente le début de la fin pour l'âge d'or des hommes, puisqu'en fait il s'agit d'une représentation de l'expulsion des hommes. À chaque fois quand je dis des hommes, c'est hommes avec un grand H. Hein. Donc l'expulsion des hommes, notamment Adam et Ève, de la maison de Dieu, donc sous-entendu du paradis. Donc ça y est, les hommes ne vont plus pouvoir vivre aux côtés des dieux, puisqu'ils sont expulsés du paradis et ils vont devoir commencer à se débrouiller. Donc c'est là qu'apparaît notre dernier arcane de l'âge d'or, celle du diable, qui a été rebaptisée Typhon. Pourquoi puisque le diable, Typhon, c'est Typhon de Seth, qui est le frère maléfique, malveillant de Osiris. Donc il représente ce diable, la dernière carte de l'âge d'or, comme je le disais, lorsque notamment les hommes vont commencer à se pervertir, il va être question de sexualité, de domination, de vice et des premiers mauvais comportements. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont aussi été expulsés du paradis, puisque ils vont franchir l'interdit en croquant la fameuse pomme d'Adam, et c'est pour ça qu'ils vont être expulsés du paradis. Donc je ne l'ai pas précisé ici, mais cette carte de la Maison Dieu, elle va commencer à représenter tout ce qui est rupture, changement, tout ce qui est soudain, les changements soudains, les pertes.
Donc c'est la fin de notre âge d'or avec ces 7 premiers arcanes. Donc tu vois, moi qui étais très intriguée par le fait de commencer une lecture par le monde, sous ce prisme-là, c'est super intéressant et c'est très pertinent également. C'est sûr que ça bouleverse un peu les lectures à mon avis. J'ai pas encore fait de lecture avec ce tarot-là, mais ça va demander une certaine gymnastique au niveau de mon cerveau. Donc ensuite, on arrive dans l'âge d'argent. Donc on commence avec l'arcane 14 qui est tempérance. Ensuite, on a la carte de la mort, la carte du pendu, la carte de la force et de la roue de fortune. Et je regarde, mais non. Ensuite, on a l'ermite et la justice. Donc on termine avec la justice. Donc l'âge d'argent, lui, va commencer à nous parler de maladie et de mort, puisque, comme je te le disais, les hommes ont quitté leur vie auprès des dieux, et eux qui vivaient extrêmement longtemps vont connaître la mortalité et la maladie. Ils vont aussi également devoir apprendre à subvenir à leurs besoins, notamment grâce à l'agriculture. Et c'est à cette époque que vont se développer ce qu'on appelle les vertus. Donc, il n'explique pas vraiment, Robert M. Place, ce qu'il appelle les vertus dans son livre. À mon avis, ça fait écho à d'autres livres qu'il a écrits, notamment sur l'alchimie. Donc j'ai fait mes petites recherches, notamment parce que j'ai son autre livre, la fameuse Bible de Robert M. Place, que j'ai pas vraiment encore débuté, mais j'ai feuilleté un petit peu pour prendre et piocher ce qui m'intéressait. Et donc en fait, il va parler des 4 vertus cardinales. Donc parmi ces vertus, on a la prudence. La prudence, ça va être la vue claire qui va permettre de choisir la bonne opération au bon moment. Donc cette vertu-là, elle sera associée au pendu. Ensuite, on a la justice, donc au sens alchimique, la justice, c'est l'équilibre des forces et le respect des lois naturelles et cosmiques, donc elle est forcément liée à la justice. Ensuite, on a la force, donc au sens alchimique, c'est le feu intérieur qui va permettre de tenir sur la durée. Donc elle est liée à la carte de la force. Et ensuite on a tempérance qui au sens alchimique représente l'harmonie des contraires, l'art de l'alliance entre le soufre et le mercure, et forcément elle est liée à l'arcane tempérance. Donc tempérance, c'est notre première vertu cardinale qui est représentée ici parmi les arcanes majeures. Donc elle va représenter une femme qui met de l'eau dans du vin, d'où vient la célèbre expression mettre de l'eau dans son vin. Et en fait, elle va signifier qu'il est nécessaire de modérer ses passions et au sens très terre à terre de venir diluer l'alcool, le vin, puisqu'à l'époque les hommes buvaient à longueur de journée, on va dire, du vin, sauf que maintenant ils sont mortels et que la consommation de vin peut les rendre saouls. Et le fait de diluer aussi de l'eau comme ça dans le vin permet d'être moins saoul rapidement et également de venir un peu purifier l'eau puisque à l'époque l'eau n'était pas forcément potable, il pouvait y avoir des présences de bactéries dans l'eau et le fait d'y ajouter de l'alcool vient diminuer les risques d'une eau contaminée et donc de rendre les hommes malades.
Donc voilà, donc cette carte, elle représente l'équilibre, la santé également, le fait d'accorder de l'importance à la santé et également la beauté, puisque en fait, elle est représentée par notamment la déesse Aphrodite. Ensuite apparaît la carte de la mort qui est associée au chiffre 13 et on sait que le chiffre 13 est un symbole de numéro malchanceux ou au contraire pour certaines personnes un numéro chanceux. Ça va dépendre de son point de vue, mais c'est pour ça que la mort a été associée à l'arcane numéro 13. Et donc en fait cette mort, elle vient souligner la futilité entre guillemets du rang social que commencent à connaître les hommes, puisque dans la mort nous sommes tous égaux, puisqu'on a ici la tête d'un homme qui semble être un roi et la tête d'un homme qui semble être de rang classique, de classe sociale classique. Donc elle souligne que personne n'est épargné par la mort maintenant que les hommes vivent sur Terre. Donc cette mort, elle vient marquer la fin de quelque chose. Ensuite, on a la carte du pendu qui est la seconde vertu cardinale de nos arcanes majeures. Et ce pendu, il invite notamment à la prudence. Autrefois, le fait d'être suspendu comme ça par un pied, c'était un châtiment, puisque peut-être que cet homme n'avait pas fait preuve de prudence, peut-être qu'il était allé contre les lois des hommes, et donc il a été exécuté ou entre guillemets puni de cette manière-là. Donc ce pendu nous invite à la prudence. Ensuite, on a la carte de la force qui représente notre troisième vertu cardinale, puisque elle vient assister ici la prudence, notamment si on les met côte à côte. On a ce pendu qui fait dos à la force, mais la force observe entre guillemets le lion observe cet homme qui a été puni, et c'est pour ça que le lion dort, on va dire, puisque la femme parvient à dompter les instincts entre guillemets qui pourraient nous pousser à faire certaines choses. Et donc cette force, elle représente la prouesse physique, la force de caractère et la souplesse. Ensuite, on a la carte de la roue de fortune qui a gardé son nom roue de fortune, qui va représenter ici en fait les injustices pour l'homme soumis par la déesse Fortuna, la déesse imprévisible. Donc on y voit une roue. Robert M. Place a notamment décidé d'y faire figurer la roue de Pythagore, qui permet en fait de faire des prédictions sur des noms, des dates, grâce à ce qu'on appelle l'arithmomancie. Donc l'arithmomancie, c'est l'art d'utiliser les nombres, je pense, pour faire des prédictions. Puisqu'en fait on a, vous voyez, cet homme ici qui est finalement en bas de l'échelle, parce que la roue a tourné et ça va être compliqué pour lui de reprendre le haut de sa roue. À tout moment il peut tomber. Donc cette roue de fortune, elle représente la destruction, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude, la divination et le principe du changement. Ensuite, on a la carte de l'ermite qui a été renommée par le sage. Donc cette carte va représenter la solitude, la recherche de la justice sur terre, l'idéalisme et la quête de soi. Et ce que j'adore, tu vois, c'est que ici il est bien écrit, la recherche de la justice sur la terre. Et dans notre sens, quand on met la carte de l'ermite, du sage, juste avant la carte de la justice, on voit qu'avec sa lanterne, il se dirige vers justement la justice, donc la recherche de la justice.
Ensuite, on a notre justice qui est notre dernière vertu cardinale, qui elle va représenter la vérité, l'équité et l'équilibre. Donc elle est représentée par la déesse égyptienne Maat, qu'on reconnaît notamment grâce à sa plume ici, qui est symbole de vérité universelle. Et on reconnaît ici, tu sais, la balance qu'utilisent les Égyptiens, notamment pour peser le cœur, etc. des hommes ou des pharaons au moment de la mort pour décider de si oui ou non ils allaient au paradis. Donc c'est la fin de l'âge d'argent. Donc là on va arriver à l'âge de fer que Demélé dans ses travaux a décidé de rassembler avec l'âge de cuivre. Donc dans cet âge, les hommes sombrent dans une compétitivité très intense qui va les conduire notamment à la guerre, au meurtre, etc. On est plutôt sur des conflits de pouvoir ici dans le dernier âge, et cet âge est censé représenter notre monde moderne. Donc avec la carte du chariot, ici on est quand même sur des interprétations très différentes de ce qu'on a l'habitude de rencontrer, notamment parce que le chariot ici a été renommé le chariot de guerre. Donc le chariot va représenter dans ce jeu les conflits, les meurtres et les batailles qui arrivent avec l'âge de fer. Dans les points les plus positifs, Robert Place indique quand même qu'il peut représenter simplement le mouvement. Mais tu vois, je trouve ça super intéressant parce que même si c'est un tarot quand même qui peut te sembler d'une autre époque, etc. Peut-être que pour aller explorer ces lignées ancestrales, ça peut être super intéressant d'avoir ce genre d'interprétation et de représentation. Ensuite, on a la carte de l'amoureux qui a gardé sa même appellation, et dans ce tarot, l'amoureux va représenter le choix conscient. Pourquoi je précise conscient? Parce que Robert Place explique que dans le tarot de Besançon, enfin les anciens tarots, même de Marseille, etc., on avait ce petit angelot ici qui avait un bandeau sur les yeux et qui laissait supposer que le choix était un peu fait au hasard. Au fil du temps, on voit sur l'arcane de l'amoureux des anges qui sont peut-être sans bandeau et qui laissent sous-entendre que le choix est fait en conscience par cet homme. Ce que j'ai trouvé super intéressant, la petite dédicace à mon fils qui s'appelle Achille, c'est que pour retenir ce choix, cette notion entre guillemets de choix, Robert Place fait le rapprochement avec l'histoire d'Achille de Troie, qui, si tu as vu le film, demande à un moment donné à sa mère qui est prophétesse, si jamais il part à la guerre, qu'est-ce qui va lui arriver? Et sa mère lui indique que s'il part faire la guerre de Troie, il va mourir, mais que son nom va perdurer à travers les âges et que finalement ça va lui accorder une certaine immortalité. Et que s'il reste, il va épouser une femme, avoir des enfants, etc., qui pourra le combler pour la période de sa vie, mais que son nom sera oublié à travers le temps, au fil du temps. Et donc Achille, il décide de choisir l'immortalité, ce qui est un peu contradictoire parce qu'en fait il va mourir, notamment il va mourir assez jeune, mais il va devenir immortel par les exploits qu'il a accomplis durant la guerre de Troie. Donc je trouve que c'est un bon moyen mémotechnique de retenir cette notion de choix fait en conscience, même si nous on agit et on fait des choix sans vraiment connaître l'avenir. Finalement, cette métaphore nous indique que même quand on connaît l'avenir, peut-être que pour les autres,
on n'a pas, les autres n'auront pas la sensation qu'on fait le meilleur choix, mais pour nous, c'est ce qui est le plus important et c'est ce choix-là qu'on fait en fonction de nous et pas en fonction des autres. Alors, ensuite, on a la carte du pape, alias le hiérophante dans le tarot Rider-Waite-Smith, qui est ici renommée entre guillemets Jupiter. Alors elle n'est pas réellement renommée, c'est juste que, comme je te le disais, le comte de Mêlée a basé ses travaux sur le tarot de Besançon, et dans le tarot de Besançon, on n'a pas de carte du pape ni du hiérophante, on a la carte Jupiter. Donc Jupiter, qui est-ce? C'est le chef des dieux romains. Si on fait la comparaison avec les dieux grecs, on pourrait le comparer à Zeus. Donc il symbolise la moralité, la justice divine et le châtiment. Alors, normalement, il est représenté un peu par une foudre. Ici, on a plutôt comme une sorte de lance enflammée et un aigle. Il est chargé, en fait, de punir les hommes de leur mauvais comportement. Donc ici, il traite, il afflige les châtiments sur la terre avec colère. Ensuite, on a la carte de l'empereur qui ici a été renommée le roi, the king. Je trouve ça très intelligent finalement puisque on est vraiment sur l'époque, l'histoire des hommes et l'histoire des hommes a notamment commencé avec l'époque des rois, etc. Enfin, commencé. Tu me comprends, mais je trouve ça plus intelligent de renommer le roi plutôt que l'empereur, puisqu'on est ici on est sur un système français. Donc l'empereur, ici notre roi, on est sur un peu les mauvais côtés de l'empereur, puisque c'est un roi tyrannique, qui impressionne, qui fait régner l'ordre par les menaces. Il est peu miséricordieux et il incarne la punition promise par justement Jupiter. Donc Jupiter, je l'ai pas précisé, mais en fait il représente plus ou moins quand même la religion, ce que nous dicte notre religion, etc. Va venir nous punir si on agit de telle ou telle manière. Eh bien le roi, lui, c'est celui qui va appliquer en fait la religion. Donc il contrôle ses sujets par la peur. Il peut symboliser le patron, un tyran, mais il a aussi des aspects un petit peu plus positifs comme l'indépendance ou tout ce qui va représenter le principe masculin comme l'action, etc. Ensuite, on a la carte de l'impératrice qui est renommée ici par la reine. Forcément, elle va de pair avec le roi qu'on a vu juste avant. Et donc là aussi, c'est une image quand même assez peu glorieuse de l'impératrice, puisque c'est la reine qui va être tout aussi autoritaire que son roi. Elle le soutient et possède les mêmes attributs, d'ailleurs, si on la met ici. Il possède le même gourdin, le même bouclier. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on a cette lecture, c'est qu'ils se font face. Ils ont tous les deux comme ça une couronne ornée de dents pointues. Et donc, on voit qu'elle agit, elle aussi, en fonction de son roi. Donc, elle va venir le soutenir dans ses décisions. Elle représente aussi l'attirance féminine, puisque à l'époque des rois, les reines servaient notamment à engendrer des héritiers. Donc l'attirance féminine, l'enfantement, le fait de créer. Ensuite, on a la carte de la papesse, alias la grande prêtresse, qu'on a renommée Junon, tout simplement parce que dans le tarot de Besançon, il n'y a pas de papesse ni de grande prêtresse, mais on a la carte de Junon. Junon qui est symbolisée notamment ici par le pan,
Donc c'est la femme de Jupiter dans les dieux romains, donc l'équivalent de Héra qui est femme de Zeus dans les dieux grecs. Donc elle va représenter elle l'expérience ésotérique, puisqu'en fait elle vient ici pointer du doigt le ciel, donc tout ce qui est plus ou moins spirituel, et ici elle va venir pointer la terre, donc tout ce qui est plus ou moins aspect matériel. Et donc en fait elle vient indiquer que l'homme peut choisir de se concentrer sur l'aspect matériel qui est présent sur Terre ou l'aspect plus spirituel qui est présent plus haut, mais qu'il devra abandonner sa fierté et son orgueil pour atteindre cet état spirituel, puisque on est sur l'époque, comme je te disais, de l'âge de fer, où entre guillemets les hommes se disputent le pouvoir. Puisqu'on a commencé avec le chariot de guerre, le roi, etc. Donc les hommes se disputent le pouvoir, les classes sociales, etc. Et d'ailleurs, petit aparté, j'ai trouvé ça chouette qu'on ait l'âge de fer dans cette époque de conflit, etc. Puisque ça m'a fait penser à la série Game of Thrones, alias le trône de fer. Ensuite, on a la carte du battleur, alias le magicien dans le Tarot Rider-Waite-Smith, qui a été ici renommé The Mountebank, c'est-à-dire le charlatan. Voilà, comme le disait Robert M. Place dans son livre, on est sur l'époque de la déchéance des hommes, donc on a des cartes plutôt péjoratives, avec des noms qui représentent des connotations comme ça, péjoratives, puisque le charlatan, lui, va représenter la supercherie, l'habileté pour tromper et faire illusion, puisqu'il tient la baguette d'un magicien ici. Il va représenter aussi, cependant, dans les aspects un petit peu plus positifs, la notion de compétence. Et ensuite, notre dernière carte des arcanes majeures, on a le mat, alias le fou, qui a été renommé ici par la folie. Donc, ce fou, il est très très péjoratif, il va représenter l'ignorance, le déchu, celui qui a le poids des regrets et qui est même poursuivi par les regrets, puisque ici son baluchon représente le poids de ses erreurs, entre guillemets, et il est poursuivi par le tigre des regrets, qui au fil des années a été transformé en chien dans les tarots plus modernes. Et donc il représente en fait un état de conscience que nous devons, qu'il est nécessaire de s'améliorer. Quand cette carte va sortir dans un tirage, elle va représenter, bon là il faut que tu prennes conscience que il faut que tu t'améliores sur tel ou tel domaine. Donc on est sur une interprétation totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans les tarots qu'on utilise aujourd'hui. Donc voilà, c'était ma petite analyse du livre de Robert M. Place sur ce tarot-là. Ensuite, je vais pas te détailler l'ensemble des arcanes mineurs, mais j'ai trouvé ça aussi intéressant. J'ai pas terminé, mais par exemple, au niveau des suites, j'ai retrouvé les mêmes associations en fait que Yéna nous avait partagé dans sa formation sur la cartomancie traditionnelle, puisqu'en fait on va avoir pour les cœurs la suite des coupes, pour les carreaux la suite des bâtons, pour les trèfles la suite des deniers et les piques la suite des épées. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ces suites ont été associées à des thématiques, on va dire. Par exemple, les coupes représentent la religion, la foi, les bâtons représentent l'agriculture, les deniers représentent le commerce et les épées la royauté.
Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découvert d'autre? Que certains arcanes mineurs sont représentés par les cartes du jeu de l'Aluette. Je sais pas si tu connais ce jeu, mais c'est un jeu de cartes avec des cartes spécifiques, notamment des valets, etc. Et en fait, on a des cartes aussi distinctives qu'on n'a pas dans le tarot ni dans la carte tradie. Et par exemple, l'as de denier, lui, va être représenté par le borgne. Alors, je peux te montrer, hein, l'as de denier. Il est représenté par un seul œil. Donc ici, on retrouve encore l'œil d'Horus, associé au dieu Apollon, qu'on appelle le dieu du soleil. Et en fait, Robert M. Place a choisi, il a choisi ça en fonction aussi des travaux du comte de Mélé, mais par rapport au jeu de l'Aluette, qui est un ancien jeu de cartes français ou espagnol, je sais plus, je pense qu'il y a un petit peu des deux. Donc voilà, j'ai trouvé comme ça des nouveaux jeux que je ne connaissais pas, donc c'est super intéressant. Et ensuite, dans la dernière partie de cette vidéo, je vais te partager la méthode de tirage qui est présentée dans le livre. Je te retrouve dans la dernière partie de cette vidéo pour te présenter la méthode de tirage du comte de Mélé, donc qui date quand même de 1781. Donc on va dire qu'on est sur des tirages à l'ancienne, donc qui étaient notamment faits pour de la divination. Le comte de Mélé est d'ailleurs assez connu pour être le pionnier, le premier à avoir créé des méthodes de tirage divinatoire avec le tarot, puisqu'avant, on utilisait notamment la cartomancie traditionnelle pour effectuer des tirages divinatoires. Donc, le principe, c'est que tu vas devoir compter, effectuer quelques petits calculs au niveau des cartes que tu vas choisir. Donc, déjà, je t'invite, si tu souhaites réaliser le tirage, à séparer les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et on va devoir compter chaque carte que nous allons retourner. Alors, une fois que tu as mélangé tes cartes et que tu penses à ta question, tu vas compter 1, et donc là, pour le 1, j'ai l'As. Donc, je vais garder cette carte pour le tirage. On va compter en fait jusque 14. Pourquoi 14? Parce que dans chaque suite des arcanes mineurs, on a 14 cartes. L'As équivaut à 1, et le Roi, le dernier, équivaut à 14. Tu l'as compris. Donc, à chaque fois que tu vas tomber sur le même numéro que ce que tu prononces, eh bien, tu vas conserver la carte. Si, par exemple, là, pour la première carte, j'étais tombée sur un 2, eh bien, je prends pas la carte, puisque 1, c'est pas 2. Et là, comme j'ai dit 1 et que je suis sur un As, bah, je garde la carte. En parallèle, j'effectue la même chose avec mes arcanes majeures, et je garde l'arcane majeur uniquement quand je garde l'arcane mineur. Donc ici, je vais les mettre de côté. On n'effectue pas le calcul pour les arcanes majeures, puisque c'est les mineurs qui vont compter. Tu te dis juste que à partir du moment où tu gardes la mineure, tu gardes la majeure. Donc, on va faire ça jusque la fin de notre paquet. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non, ça c'est la 11, 13, 14. Donc les autres, je ne les reprends pas puisque donc j'ai pas besoin de le faire avec ça. Et en fait, à chaque fois, tu vas reprendre, imaginons que là, j'avais compté mais jusque 14, tu les reprends à la fin. Ok, tu remélanges les majeurs. Par contre, les mineurs, tu les laisses tels quels. Et donc du coup, tu vas répéter ce procédé
4 fois, puisque 4 fois 14 égale 56 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Le valet est la 11e carte. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puisqu'à chaque fois, on prend l'arcane majeur qui est associé à l'arcane mineur. Donc 11, je mets de côté. 12, 13, 14. Oh, 14. 12, 13, 14. En fait, le mieux, c'est de le faire en même temps. C'est parce que là, avec la vidéo, je suis un peu limitée. Hop, je laisse de côté. Donc, celle-là, je les remélange pas dans le paquet, hein, les mineurs. À chaque fois que je compte jusqu'à 14, celles qui ne sont pas utilisées, on les met de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non, c'est la 11e, 13, 14. Donc, celles-là, elles sont de côté. Et mes dernières 14 cartes, 1, 2, 2. Donc, je prends mon tas de majeurs, 1, 2, voilà. En fait, logiquement, tu es censé faire la même chose avec les deux tas en même temps. C'est parce que là, comme c'est un tirage fictif. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, les autres, je ne les prends pas. Donc, j'ai mes 4 tas, en fait, utilisés pour le tirage. Et donc, dans ce genre de tirage, Robert Hempley s'explique que deux mêlées procède ainsi. Il met l'arcane majeur, mineur en bas, l'arcane majeur au-dessus, et il interprète. Et donc, en fait, il va faire ça pour chaque carte qu'il a gardée. Et donc, grâce aux associations qu'il effectue au sens divinatoire pour chacune des cartes, il va interpréter le tirage. Alors l'inconvénient de ce genre de tirage, c'est que déjà ça demande quand même un certain protocole bien élaboré, il faut pas se perdre dans ses cartes, etc., dans son comptage de cartes, on va dire. Mais l'inconvénient, c'est aussi qu'on pourrait avoir 0 carte, hein. Ça, c'est possible qu'on compte les 4 fois et que dans les 4 tas, on tombe jamais sur une carte qui équivaut au nombre qu'on est en train de citer. Mais je trouvais ça assez amusant d'avoir comme ça une ancienne méthode de tirage, avoir un protocole bien précis qu'on toujours utilisé de la même manière. Ça peut peut-être aussi permettre de symboliser, enfin de rendre le tirage un petit peu plus symbolique grâce à la divination par les nombres également. Donc ça me paraissait important de te le partager pour te montrer un petit peu le genre de travaux qu'effectuait le comte de Mêlée. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions à me poser sur le jeu, sur le livre ou sur cette méthode de tirage, n'hésite pas à me contacter, ça me ferait très plaisir de te répondre. C'était une vidéo un peu plus sérieuse, on va dire, puisqu'on a beaucoup parlé d'histoire, de tarot, etc. Mais je trouvais ça super intéressant à lire et c'est pour ça que je voulais te le partager. Donc je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à partager si tu as aimé le contenu, à liker, à me commenter. Ça me fait toujours plaisir de lire que vous appréciez ou pas les sujets que je peux te présenter. Et puis je t'embrasse bien fort et je te dis
à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao ciao!